L'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode spécial autour du baromètre So Wine Dynata, dont la présentation a eu lieu le 27 septembre dernier au Figaro. Le baromètre est une étude originale menée par So Wine depuis 2010, étude comparative qui vise à fournir des chiffres au monde du vin sur les évolutions des tendances de consommation, avec un focus sur le lien du monde du vin au digital. Retrouvons tout de suite Sylvain Dadé pour qu'il nous raconte comment s'est structuré le baromètre cette année. Sylvain Dadé, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le baromètre So Wine Dynata ? Le baromètre So Wine Dynata, c'est une initiative qu'on a mis en place il y a une petite dizaine d'années, dans l'objectif en fait de se doter d'une étude nous permettant d'avoir des chiffres sur des tendances de consommation, tendances de communication et sur le rapport des Français avec le vin, avec le champagne, avec les spiritueux. On avait le sentiment d'être un petit peu en déficit de données, de vision marché, et en particulier sur le rapport aux nouvelles technologies. Et on a mis en place cette étude qu'on a tout de suite imaginée comme un baromètre, donc avec la capacité à le reproduire chaque année pour pouvoir mesurer les évolutions et les tendances. Et on a mis ça en place avec un partenaire qui s'appelle donc Dynata, qui est le leader mondial des données panélisées. C'est lui qui assure en fait la robustesse méthodologique de l'étude, l'assurance d'avoir des données qui soient bien représentatives de la population française et qui nous permettent du coup derrière de mener une analyse sérieuse sur tous ces sujets-là. Comment est structuré le baromètre cette année ? Alors pour la première fois cette année, on a fait évoluer un petit peu le cadre le champ des questions adressées par l'étude, parce que les choses évoluent, parce qu'on avait envie en fait d'aller chercher des nouvelles données et des nouveaux enseignements. Donc il est structuré sur quatre parties. Toujours le rapport des Français avec le vin, ça c'est un impondérable et une constante. Toujours l'étude du rapport des Français avec les nouvelles technologies. Alors on affine certaines questions, mais ça reste effectivement quelque chose de constant. Et il y a deux pans en fait nouveaux cette année qui nous paraissait vraiment intéressant d'explorer plus avant. Un sujet spécifiquement sur le rapport des Français avec le bio, qui est vraiment une grosse tendance de fond. Et puis un gros focus sur les spiritueux, puisque So Wine, comme son nom l'indique peut-être pas, est également très, très tourné vers l'univers des spiritueux, et on avait envie en fait de pouvoir explorer plus avant certaines questions qu'on posait déjà quant au rapport des Français avec les spiritueux, et pouvoir du coup le comparer avec le rapport des Français avec le vin. Nous voici donc au Figaro pour la présentation du baromètre So Wine Dynata 2019, structuré dans la conférence comme dans les résultats en 4 parties distinctes. Tendance de consommation du vin, état des lieux de la consommation du vin bio, vin et transformation digitale, et spiritueux et mixologie, qui, ensemble, tracent un panorama de la consommation du vin et des spiritueux en France. Profitons de la conférence pour un accès privilégié à 4 intervenants prestigieux: Martin Kubertafon, consultant en stratégie et maître de conférences à Sciences Po Paris, Cédric Atlan, directeur du Creative Shop d'Instagram et Facebook pour l'Europe du Sud, Florent Gull, directeur de l'agence Bio, et Romet de Goryenov, cofondateur et CEO de l'Experimental Group. Au travers de ces interviews, nous pourrons tracer une ébauche des grandes tendances de l'année, tendances que nous pousserons plus en détail dans 4 épisodes focus à suivre. Pour l'heure, allons à la rencontre de Martin Kubertafon. Bonjour Martin Kubertafon, vous êtes consultant en stratégie et maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur de Entreprendre dans le vin et Stratégie et marketing du champagne. Aujourd'hui, on va parler ensemble de tendances de consommation du vin. Tout d'abord, on constate que le budget moyen pour l'achat d'une bouteille augmente. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer ? Bonjour. Eh bien, il y a un phénomène de fond en France qui se passe et qui explique cette tendance, qui est le changement de statut du vin. À la deuxième moitié du XXe siècle, on buvait du vin quotidiennement, voire 2 fois par jour à tous les repas. Aujourd'hui, cela a complètement changé. On boit du vin 1 à 2 fois par semaine.
Le vin a changé de statut. Il était considéré comme un aliment, comme une boisson. Maintenant, il devient une occasion, un plaisir. Et cela s'accompagne mécaniquement d'une augmentation du prix moyen par bouteille. En effet, comme on va boire qu'une seule bouteille par semaine, on va la choisir avec beaucoup plus de soin, c'est un plaisir, et on va dépenser un petit peu plus. Et pour la première fois depuis 2011, moins de la moitié de la population se considère comme néophyte. Comment vous pourriez l'expliquer ? Alors, cela va de pair avec l'augmentation de la consommation hebdomadaire. On consomme moins de vin, on y accorde beaucoup plus d'intention, donc on recherche un peu l'histoire de ce qu'on va boire. Et là-dessus est arrivé le digital, qui est une nouvelle arme pour le consommateur. Le vin est un produit impressionnant, culturel, avec ses propres mots, son vocabulaire, ses codes, qui peuvent impressionner. Et le digital, en quelque sorte, a décomplexé les consommateurs. Aujourd'hui, ils considèrent qu'ils ont le droit de ne pas savoir. Ils ont ce droit parce que, en même temps, le digital leur a donné la capacité de s'informer. Toute la connaissance est accessible, souvent via des applications qui vous permettent de scanner l'étiquette, et en un clic, vous avez le nom du domaine, de la bouteille, son prix, ses notes, les accords mévins, toute l'histoire du vin. Les résultats montrent également que les 26-35 ans se considèrent de plus en plus connaisseurs. Pourquoi selon vous ? Eh bien, il s'agit du même phénomène que ce que nous venons de voir précédemment, mais augmenté, accentué. Quelle est la part de la population qui est le plus orientée sur le digital ? Ce sont les moins de 35 ans. Donc il est logique, quelque part, qu'il y ait un effet accélérateur sur leur connaissance du vin. Par ailleurs, cette génération, les millennials, a une forte appétence pour les produits qu'on appelle craft. On le voit très très bien dans la bière, on le voit très bien dans les spiritueux, où les petites marques sont en train de prendre la place dans le linéaire des grandes marques, puisque cette génération recherche de l'identité, de l'authenticité. Et tout ça est fait par le vecteur du digital. Toutes ces informations sont données par le digital. Le consommateur a un nouveau pouvoir. Il a le pouvoir de choisir. Il est influencé, mais il est aussi influenceur. Il est très exigeant sur le prix, la qualité, l'authenticité. Et les moins de 35 ans sont au cœur de cette mutation. Et c'est donc pour ça que chez eux, le phénomène de connaissance du vin est encore plus accentué que chez leurs aînés. Merci beaucoup Martin Kupertafon. Merci à vous et très bonne journée. En effet, comme l'explique Martin Kupertafon, le milieu du vin est un monde complexe, avec ses propres codes et son propre vocabulaire. Ayant toujours été globalement intéressés au vin, les Français peuvent aujourd'hui apprendre plus facilement avec Internet et les outils digitaux mis à leur disposition. Décomplexés, informés, ils peuvent alors se considérer comme connaisseurs et non plus comme néophytes. Martin Kupertafon évoque également le fait que les Français sont devenus influencés mais aussi influenceurs. Quel est le rapport du monde du vin aux réseaux sociaux ? Creusons cette question grâce à un focus sur Instagram avec Cédric Atlan. Bonjour Cédric Atlan, vous êtes directeur de Creative Shop d'Instagram et Facebook pour l'Europe du Sud et aujourd'hui on va parler vin et transformation digitale. De votre opinion, quel type de contenu visuel permet de créer de l'engagement sur Instagram ? Alors, tout d'abord, l'engagement n'est pas le bon objectif. Si vous cherchez l'engagement, je vous invite à poster des photos de chats et vous aurez un super engagement. Donc, comme sur n'importe quel type de support de communication, il faut revenir à l'objectif plus global de la marque. Donc, ce que vous voulez véritablement accomplir à travers cette communication sur Instagram, que ce soit la notoriété de la marque, que ce soit la découverte d'un nouveau produit ou même une action dite plus de performance, c'est-à-dire de générer du trafic par exemple sur votre site internet. Donc ça, c'est encore une fois, la première question à se poser, c'est quel est l'objectif de cette communication. Quand on parle ensuite de communication visuelle sur Instagram, il n'y a plus un seul Instagram, mais il y a une multitude de supports. Ça commence tout d'abord par son compte Instagram, sa page, évidemment, mais peu de gens vont venir sur cette page, ils vont découvrir votre contenu dans leur fil d'actualité. Donc il faut bien penser que votre contenu sera vu dans un format mobile, donc parfois sans le son, vu sur un petit écran carré, et où il va falloir capter l'attention extrêmement rapidement. Donc ça, c'est-à-dire quand c'est vu dans le fil d'actualité. Il y a aussi l'émergence des stories. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard de stories qui sont partagées tous les jours sur l'ensemble de nos plateformes. Et donc là, on est sur un contenu complètement différent du fil d'actualité. On est sur un format vertical où le ton doit être plus authentique, où l'interaction est extrêmement importante. La moitié des stories engendre une interaction et où vous pouvez vous permettre un ton plus léger, puisqu'en fait la stories va disparaître au bout de 24 heures. On a lancé récemment IGTV, qui
qui est là encore un nouveau lieu d'expression sur Instagram, où là on va privilégier du contenu beaucoup plus long, de la vidéo beaucoup plus longue, verticale également. Et là ce qui est important, c'est créer des points de rendez-vous. C'est-à-dire c'est des thèmes récurrents avec les gens qui suivent votre page, donc en gros de grandes rubriques pour créer cette connexion entre votre marque et les gens qui suivent votre marque sur Instagram. Et est-ce que vous pensez que les vins et spiritueux font exception à ces règles ? Qu'est-ce que ça a de particulier, ce type de contenu ? Je crois que ce qui change la donne aujourd'hui, c'est que un contenu est vu de manière personnelle. C'est-à-dire que mon Instagram est différent de votre Instagram, est différent d'un autre Instagram. Donc mon contenu vin et spiritueux, je vais le découvrir finalement à travers du contenu ou au milieu du contenu d'un influenceur, d'une autre marque que je vais suivre, d'un ami qui a posté quelque chose, etc., etc. Donc ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je ne pense pas que les vins et spiritueux soient différents puisqu'ils sont vus dans le même environnement. Et là le mot-clé extrêmement important, c'est favoriser la découverte de contenu. C'est imaginer que le contenu que vous allez émettre, imaginez-le dans une perspective de découverte. Encore une fois, ce n'est pas un lieu de destination, c'est un lieu de découverte et que ce contenu doit être compris, vu, apprécié dans un environnement qui va être extrêmement personnel. Merci beaucoup Cédric Atlan. Merci. Ainsi, Cédric Atlan nous apprend qu'il ne faut pas chercher à favoriser l'engagement à tout prix, mais qu'il faut qu'il soit cohérent avec une ligne de communication, avec un objectif global. Selon lui, la clé est de favoriser la découverte du contenu, aussi bien au travers de la page de la marque que par celle d'influenceurs ou de relais d'information. Après cette incursion au cœur des techniques de communication et d'engagement sur Instagram, allons maintenant approfondir une thématique d'actualité s'il en est, le vin bio. Pour en savoir plus, j'ai rencontré Florent Gull. Bonjour Florent Gull, vous êtes directeur de l'agence Bio et on se retrouve pour parler état des lieux de la consommation du vin bio en France. Tout d'abord, on constate qu'avant, le vin bio était plutôt un frein, on craignait que le vin bio ne soit pas forcément un bon vin et on s'aperçoit aujourd'hui que la principale motivation dans l'achat d'un vin bio est de s'assurer de la qualité du vin. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce changement ? Oui, bonjour. C'est vrai que la question de pourquoi les gens consomment des produits bio, et en particulier du vin bio, a évolué, sans que ce soit un frein. En tout cas, les arguments principaux, il y a encore 5 à 10 ans, étaient plutôt de consommer des produits bio, et en particulier du vin bio, pour des questions de santé et d'environnement. La question de la qualité gustative du produit arrivait très loin, et aujourd'hui, en 2019, on a vu pour la première fois que ça a dépassé en tout cas la question environnementale, un peu derrière la santé, mais presque au même niveau. Donc aujourd'hui, oui, la qualité des produits bio en général au niveau gustatif, et je pense que le vin y est pour beaucoup, contribue au développement de la consommation de produits bio. On constate un manque de connaissances sur les différences entre bio, biodynamie et vin naturel. Pourquoi selon vous et comment est-ce qu'on pourrait y parer ? Alors il y a des choses un peu contradictoires sur les différents labels dans les vins. C'est que d'abord on en a beaucoup dès l'origine, avant même de parler des vins bio, biodynamie, vin naturel. Il y a déjà toutes les appellations, c'est déjà assez compliqué pour beaucoup de consommateurs et en même temps passionnant. On voit beaucoup de consommateurs de vin qui ont envie de se renseigner, de comprendre la différence, etc. Donc aujourd'hui apparaissent ces nouveautés, vin bio, vin biodynamie, vin naturel. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais les consommateurs se dirigent du coup vers des lieux où ils peuvent avoir des conseils, vers des cavistes, parfois en magasin bio aussi, bien sûr dans les bars à vin qui fleurissent, en tout cas aujourd'hui dans les grandes villes. Et finalement, ça aide probablement à nouer encore une relation encore plus forte entre le consommateur et son conseil, qui parfois, et on voit qu'en vin bio c'est même très dominant, peut être le producteur lui-même, puisque les vins bio sont vendus à plus de 40% directement, donc en vente directe du producteur. On voit que le principal frein à l'achat d'un vin bio est son prix. Pensez-vous que cette image va évoluer ? C'est vrai que sur l'ensemble des produits bio, d'ailleurs, les consommateurs nous disent si je consomme pas plus, et aujourd'hui l'alimentaire bio en France c'est à peu près 4% de l'alimentaire en général, en vin c'est supérieur, on est presque à 10%, mais quand même il y a un vrai frein et le prix est le critère numéro 1. Il est visiblement dans l'étude qu'a montré SoWine un petit peu moins fort que sur les produits bio en général, mais quand même il faut en tenir compte. Pourquoi il est moins fort ? Parce que le vin
est un produit où on a déjà connu ce qu'on commence à connaître sur d'autres, c'est-à-dire les gens consomment moins en quantité et choisissent davantage la qualité, y compris en y mettant un peu plus de prix. Donc dans cette logique qui concerne le vin en général, le vin bio finalement trouve sa place, puisque c'est vrai que c'est plus cher de produire en viticulture bio, il y a besoin de plus de main d'œuvre, les rendements sont plus faibles, donc on a un produit qui en sortie de chez est plus élevé et les consommateurs sont au rendez-vous, et aujourd'hui on a vraiment la prise en compte, les consommateurs savent que ça coûte plus cher et sont prêts à payer un petit peu plus cher. Merci beaucoup Florent Gull. Merci. Ainsi, Florent Gull nous montre que le vin ne déroge pas aux évolutions du bio et que la majorité des Français considèrent aujourd'hui le bio comme un label qualité, tant pour des raisons environnementales, des questions de santé, que pour des raisons gustatives. Cela se démontre aussi par le fait que les Français sont majoritairement prêts à payer plus cher pour acheter bio. En ce qui concerne le flou autour des différents labels bio et la méconnaissance des différences entre bio, biodynamie et vin naturel, Florent Gull les voit comme des chances d'échange construits entre vendeurs et consommateurs, comme des possibilités d'un lien plus fort autour du vin. Passons maintenant à une autre nouveauté du baromètre de cette année, l'étude des tendances de consommation des spiritueux, avec Romet de Goryenov. Bonjour Romet de Goryenov, vous êtes cofondateur et CEO de l'Expérimental Group et on se retrouve pour parler spiritueux, mixologie et les Français. Tout d'abord, selon vous, pourquoi les Français se considèrent-ils plus néophytes en spiritueux qu'en vin ? Je pense que c'est plutôt une raison historique. Je pense que la viticulture et la consommation de vin est présente en France depuis des centaines d'années, voire presque des millénaires sur le territoire, tandis que la consommation de spirit est quand même un petit peu plus récente. Donc il y a un peu une peur, une approche un peu plus compliquée. La deuxième chose, c'est que le vin est quelque chose qui est en tout cas socialement consommable tous les jours avec modération. Les spiritueux, c'est un peu moins le cas. Donc il y a moins cette connaissance des spiritueux qu'il peut y avoir du vin, voilà, qui est plus culturelle. C'est-à-dire que jusqu'à très récemment, pour beaucoup de gens, le vin n'était même pas considéré comme un alcool, alors que les spiritueux, ça a toujours été le cas. On a vu pendant le baromètre que le rhum, la vodka et le whisky sont les spiritueux que les consommateurs de cocktails préfèrent boire. De votre observation, y a-t-il d'autres tendances mixologiques que l'on pourra observer à l'avenir ? Alors il y en a plusieurs. Il y a aussi deux autres catégories qui sont très fortes, trois autres qui sont le gin, la tequila et le mezcal, qui sont vraiment de plus en plus consommés, demandés, parce qu'il y a de plus en plus de microdistilleries, de plus en plus de producteurs. Donc ça, on en verra de plus en plus. Il y a aussi les vieux alcools qui sont vraiment de retour et de manière très forte. Donc il y a Aperol, mais pas que. Vous avez des Bonal, vous avez des vieux vermouths, ou même le vermouth en termes de catégorie qui revient. Donc ça, on va devoir y faire. Et après, il y a aussi les spiritueux sans alcool. Vous avez des marques qui ont fait des premiers gins sans alcool. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop comment c'est fait, mais qui attire de plus en plus de gens. Et je pense que l'avenir va être, de toute façon, dans la modération. Donc, pourquoi pas des cocktails avec des spiritueux sans alcool très prochainement. Ouais. Et personnellement, qu'attendez-vous pour l'avenir des marques de spiritueux ? Alors moi, ce que j'attends personnellement des marques de spiritueux, c'est de communiquer et de plus en plus sur leur savoir-faire et sur ce qu'elles... Alors, il n'y a pas vraiment de notion de terroir, mais en tout cas sur les techniques de distillation quand c'est distillé et comment quelle est leur approche par rapport à ça et leur matière première et la façon dont c'est distillé. Je pense que c'est important, les gens veulent de plus en plus en savoir sur ça. Quand j'avais commencé il y a 10 ans l'Expérimental Cocktail Club, les gens raisonnaient par catégorie d'alcool, donc ils disent je veux un cognac, je veux une vodka. Là, ils raisonnent probablement par producteur ou par distillerie. Là, je veux Vida, c'est ce mezcal que j'aime beaucoup, ou je veux telle vodka parce que je l'aime beaucoup, plus que par catégorie. Donc il y a à mesure que les clients et les consommateurs deviennent de plus en plus connaisseurs, je pense que les marques d'alcool vont devoir de plus en plus communiquer et en tout cas travailler sur la façon dont elles produisent leur distillat. Merci beaucoup Romet de Goryenov. Merci. Romet de Goryenov attend donc des marques plus de transparence sur leur méthode de distillerie et sur leurs matières premières. Peut-être tient-on ici la lame de fond de ce baromètre 2019. La transparence, l'information, la communication. Plus de transparence dans les méthodes de fabrication des spiritueux, plus d'explications pour que les consommateurs intéressés par le vin bio comprennent les facettes des différents labels, plus de découvertes sur les multiples sujets liés au vin pour favoriser de l'engagement sur Instagram, plus d'informations pour les amateurs de vin, néophytes ou éclairés, qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour en apprendre toujours plus sur ce monde qui fascine tant. Dans les prochains épisodes de So Wine Talks,
Nous réaliserons un focus sur les chiffres qui ressortent de chacune de ces catégories. C'était SoWine Talks spécial baromètre, un épisode conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à vous abonner sur votre application de podcast favorite. À très vite.